Un truc quand même qui est assez vrai, c'est que tout ce qui est France Inter et autres, c'est quand même vachement bien. Le mec il est accroché sur une chaise avec une batterie de voiture, tu sais, qui est accrochée à ses tétons. Pourquoi t'es devenu nomade digital? Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast avec deux mecs qui t'expliquent que leur temps est la chose la plus précieuse au monde. Mais concrètement, si tu regardes leurs actions, il y a des fois où tu te retrouves à passer 2 heures dans un aéroport à faire des vols indirects à la con, alors que ça t'aurait économisé 50 € de prendre un vol direct et de sauver une demi-journée. Je suis Stan de marketingmania.fr et sur Twitter, je suis @marketingstan. Et je suis Paul et sur Twitter, c'est @sell, donc comme vendre en anglais, machine comme machine à laver et FR à la fin. FR, c'est les... Tu retires le A, le N, le C, le E, c'est comme la France. Et par contre, après, je conseille plutôt de suivre Stan parce que moi... Je suis content de cette innovation dans notre présentation. Je trouve que c'est très efficace. Tu vas nous refaire le coup de la machine à laver à chaque fois. Vas-y. Donc, voilà, pour le coup, voilà, si vous me suivez sur Twitter, vous avez le droit peut-être à un tweet par mois. Donc, l'avantage, c'est que je spamme pas. Le désavantage, c'est que je dis rien d'intéressant. Donc, voilà, c'est à vous de voir. Je suis pas très actif non plus, mais si vous voulez voir les retweets que je fais, vous pouvez. Ou nous faire des remarques aussi, nous donner du feedback. C'est surtout pour ça. On le lira. Surtout pour le feedback, pour interagir directement avec vous. C'est assez populaire parmi les auditeurs de Nomade Digital qui nous envoient souvent des petits messages. Et c'est toujours une bonne façon d'interagir rapidement ensemble. Le sujet du jour, c'est la valeur de votre temps. Combien vaut 1 heure de votre temps ? Et à ce sujet-là, je me suis fait une remarque tout à l'heure, c'est que on utilise pour préparer chaque épisode de ce podcast, on utilise un document qui a été créé tout au départ pour l'épisode 1, et le document comporte une mention qui est « On cible des épisodes de 20 à 30 minutes une fois montés, soit 25 à 35 minutes d'enregistrement ». Ce qui est pas toujours... On n'a pas eu trop de succès là-dessus, si tu comptes que le dernier épisode qu'on a enregistré durait 1h08. Avant de commencer l'épisode, comme toujours, on a un petit appel à l'action qui va bien. Cette fois-ci, on voudrait reparler rapidement de la newsletter. Donc, on publie chaque jeudi pour accompagner l'épisode une petite newsletter qui contient des liens supplémentaires, un peu de contenu, quelques réflexions, etc. Si vous voulez la recevoir, il suffit de vous rendre sur le site à l'adresse nomadedigitalpodcast.com. Et on a aussi sur le site un petit sondage que vous pouvez prendre qui nous aide à mieux vous connaître, donc que vous pouvez faire, qui est dans le menu du haut, qui prend à peu près 3 minutes. On a reçu pas mal de réponses, on en était assez contents. On a appris beaucoup de choses sur vous. Donc si vous avez loupé le dernier sondage, vous pouvez maintenant vous rendre et le remplir. C'est assez rapide et puis ça nous aide bien. Concrètement, vous avez en moyenne 27 ans et demi et vous avez 80% de chance d'être un homme. C'est un peu... en termes de chiffres, on a pu savoir ça et je pense que ça nous a surpris. Pour les femmes, les hommes, les proportions, je pense qu'on s'y attendait un peu. Par contre, l'âge moyen était assez surprenant. Effectivement. Et ce qui explique pourquoi dans les très nombreuses évaluations, je profite aussi pour remercier les gens qui nous ont laissé des évaluations iTunes. Effectivement. Ouais, dans les très nombreuses évaluations, et on vous en remercie parce que à partir de la 100e évaluation, on a arrêté de les spammer sur le podcast. Et pourtant, là, on approche des 180 évaluations au moment où on enregistre. Donc c'est quand même impressionnant sur un podcast français, sur un podcast de niche comme ça. On vous en remercie énormément. Et ce qui revient souvent dans les évaluations, c'est qu'on est jeune. Beaucoup de gens nous disent pour deux jeunes, ils sont vraiment dynamiques et motivés, etc. Ce qui me fait toujours un peu sourire parce que du coup, tu penses jamais à toi-même comme étant jeune. Tu sais, pour toi, t'es absolument le bon âge, l'âge moyen. Tous les gens qui sont plus vieux que toi sont plus vieux, tous les gens qui sont plus jeunes sont plus jeunes. Mais pour moi, tu vois, j'étais toujours dans la moyenne. Et voilà, c'était drôle de voir que beaucoup de gens qui nous écoutent ont plus ont la trentaine ou on a même un pourcentage correct de gens qui ont plus de 40 ans. Donc c'était assez étonnant. C'était vraiment quelque chose qu'on a appris qui était inattendu.
Donc aujourd'hui, on va parler de combien vaut 1 heure de votre temps. Le temps, c'est quelque chose qui est un grand sujet quand vous êtes nomade digital, parce que c'est un peu la seule ressource qui ne peut pas être remplacée. Vous pouvez toujours gagner plus d'argent, vous pouvez toujours monter un autre site, un autre business, mais la seule chose que vous ne pouvez pas récupérer, c'est le temps que vous avez dépensé. Et donc on se retrouve dans une situation où on réfléchit à la valeur de notre temps, où investir notre temps, quel temps on passe à travailler, quel temps on passe à faire autre chose. Et dans les projets qu'on va faire d'un point de vue business, on va avoir un système de sélection là-dessus. Paul, de façon générale, pour commencer, on va rentrer dans les détails. Comment est-ce que toi, tu réfléchis à ton temps? Comment est-ce que tu réfléchis plutôt à la valeur de ton temps? Moi, j'ai consciemment choisi de lui appliquer une valeur monétaire. La raison, c'était que ça m'évitait d'avoir tendance, par exemple, un truc que j'étais capable de faire, c'est passer 30 minutes à chercher un coupon de réduction de $3, tu vois. Et donc, du coup, vraiment, mettre sur papier, voilà, à combien j'évalue mon temps, ça me permettait d'éviter justement on va dire, de d'évaluer de trop. Et du coup, en fait, d'ailleurs, on a tous les deux fait ça, en fait, l'idée, c'est, vous pouvez le faire aussi chez vous, c'est super marrant, c'est que, en fait, vous attribuez une valeur à un temps qu'on dirait par rapport à un travail neutre. C'est-à-dire que c'est pas un travail que vous détestez, c'est pas un travail que vous aimez non plus, vous êtes neutre vis-à-vis de ce travail. Vous obtenez aucune nouvelle compétence. Et par exemple, si vous travaillez 1 heure, cette heure ensuite elle est perdue, elle reviendra pas. Donc l'idée, c'est voilà, effectivement, donc une heure qui est perdue dans le trou noir, qui n'apporte pas de plaisir particulier, de compétences, vous construisez rien que vous pouvez garder. Donc typiquement, si on pouvait prendre un exemple précis, hein, si tu fais du consulting ou tu vois, de la prestation de service, ce serait un projet totalement alimentaire que tu sais faire les yeux fermés, qui t'apprend rien de nouveau, qui est pas particulièrement intéressant, mais qui paye un salaire horaire plus ou moins correct. Comme quand je traduisais mes sites porno. C'était un peu le. Exactement. Exemple. Non, parce que là, tu tirais beaucoup de plaisir. Ah non, c'était pas marrant, non. Le pauvre qui passait 12 heures par jour à traduire tes descriptions. Donc voilà, moi je suis arrivé, si tu veux, la façon dont j'y réfléchis, c'est à peu près un chiffre de 150 € par heure. Ce qui veut dire que à partir de ce chiffre-là, je vais prendre un projet qui n'a pas grand intérêt ou qui ne construit rien pour moi. Et la façon dont tu arrives à ce chiffre, c'est assez étrange parce que c'est pas vraiment la division du nombre d'heures travaillées au revenu que je fais. Parce que si je divisais le nombre d'heures travaillées au revenu que je rapporte, le chiffre serait moins élevé que ça. Mais ce chiffre-là, j'y suis atteint en me disant, c'est un équilibre essentiellement entre tes priorités personnelles, combien d'argent tu estimes avoir besoin et combien d'heures tu es prêt à passer sur des choses qui ne construisent rien. Et donc forcément, la plupart de mon temps est passé sur des choses qui construisent le futur, que ce soit enregistrer ce podcast, faire des vidéos, tu vois, même parler à des gens. Donc là-dessus, tu n'as pas un retour qui est forcément immédiat, mais tu as un retour de long terme. Et donc j'imagine que si on voulait parler d'un point de vue économique, et ça tu connais mieux que moi, on essaie de calculer une espèce de valeur présente des futurs cash flow, compétences, etc. qu'on peut acquérir. Effectivement, un exemple type, par exemple, c'est site de niche. C'est-à-dire que c'est un site de niche, vous avez peut-être passé 20 heures pour le faire, donc c'est votre investissement initial. Pendant 6 mois, il ne rapportera rien. Mais par exemple, si ensuite, pendant les 5 prochaines années, il rapporte en moyenne 100 € par mois, ce qui fait un total de 6 000 €, au final, vous aurez travaillé pour 300 € de l'heure. Après, il faut compter l'inflation, il faut aussi compter que justement, le temps a été passé plus tôt. Il faut que tu discountes les futurs cash flows, etc. Il y a tout un calcul là-dessus. Effectivement, il y a tout un truc. Donc, c'est pas vraiment ça. Mais en tout cas, c'est quand même supérieur à ce que vous pourriez imaginer. Ouais. C'est intéressant que d'un point de vue économique, et ça c'est quelque chose que tu apprends quand tu fais des cours d'éco, c'est que ton investissement, donc en général on parle d'investissement financier, mais tu peux le calculer sur ton temps, a une valeur qui est calculable sur ce que ça te rapporte, ce qui s'appelle la valeur présente, où tu vas essentiellement calculer tous les flux financiers que tu peux en tirer dans le futur, et tu vas, plus ils sont éloignés dans le futur, plus tu vas les diminuer d'un certain pourcentage. Donc quelque chose qui disons que 1 000 € aujourd'hui vaut beaucoup plus que 1 000 € dans 10 ans. Mais pas que pour l'inflation, il y a aussi tout l'aspect discounted value que tu aurais pu utiliser pour autre chose. Ouais. Donc à ce niveau-là, hier on est un peu parti dans un trip et on a imaginé qu'on aurait pu faire une formule. Paul, est-ce que tu veux partager avec nous la formule que tu as réussi à synthétiser sur comment calculer la valeur d'une heure? En fait, c'est pas évident. En fait, l'idée c'est d'appliquer un certain coefficient à on va dire 4 critères. Le coefficient en fait dépend à quel point tu priorises. Un des deux. Tu priorises. Tu priorises justement ce critère-là.
Et après, il faudrait trouver aussi un moyen de le quantifier, quoi. Donc en fait, on a ici noté 4 critères qui sont numéro 1, le cash de court terme, numéro 2, le cash de long terme, numéro 3, le plaisir que tu peux tirer de la tâche ou l'intérêt que tu y tires d'un point de vue personnel, et numéro 4, les compétences que tu peux en retirer. Donc on a cash court terme, cash long terme, plaisir et compétences, qui seront essentiellement les 4 choses qu'on peut imaginer que tu retires d'une heure. Et donc là, tu as, comme tu l'as dit, des coefficients selon tes priorités. Certaines personnes vont prioriser le cash de court terme parce qu'ils ont vraiment besoin de payer leur loyer, ils ont vraiment besoin de faire rentrer. Je pense que justement, on peut prendre l'exemple, peut-être. On peut prendre l'exemple par rapport au podcast Nomade Digital de toi et moi, et aussi peut-être aussi d'une personne lambda, qui par exemple, justement, une personne qui imaginons, avait besoin de payer son loyer, donc pour qui le coefficient cash court terme est très important, elle n'aurait pas lancé le podcast Nomade Digital parce que ça n'aurait pas de sens. Et toi, justement, si tu devais, selon ces 4 critères, comment tu devrais juger pourquoi tu as pris la décision d'investir de ton temps pour faire ce podcast? C'est une bonne question. Donc on peut voir ici, tu vois, on peut dire très clairement que d'un point de vue du cash flow, on a été très clairement négatif sur le podcast. Donc les coûts sont pas énormes. On a les coûts d'hébergement et les coûts, on paye quand même un ingé son pour s'occuper de ce podcast parce que c'est comme ça que vous avez la qualité resplendissante audio que vous avez. Hein. Ça, c'est pas nous qui parlions aussi bien que ça normalement. Donc on a ces coûts-là, mais on a surtout un coût de temps et d'énergie et de temps passé. Donc ici, on se récupère sur 2 choses. On se récupère sur le cash de long terme. Donc ici, on imagine que le podcast Nomade Digital a un futur, donc vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, on imagine qu'on y gagne en notoriété, même si aujourd'hui on monétise pas cette notoriété, on imagine qu'il y a un potentiel dans le futur qui peut être intéressant et qui peut compenser le temps qu'on y a passé, mais surtout c'est quelque chose, honnêtement, si le podcast Nomade Digital était une pure teigne à faire, si c'était vraiment quelque chose qui était douloureux, chiant, pénible, etc., on l'aurait très rapidement abandonné. Ici on en tire pas mal de plaisir et je suppose que on en tire aussi certaines compétences. En particulier, je pense que pour toi, c'est quelque chose qui est un facteur intéressant. Mais c'est ce que je m'étais dit en fait quand je me suis lancé au début, c'est que c'était une situation win-win. Même si on s'arrêtait après 12 podcasts, tu vois, ça m'aurait permis de m'entraîner, de m'exprimer à l'oral de façon plus claire et du coup, il y avait vraiment cet intérêt-là qui faisait que même si le podcast ne rencontre pas son public, tu vois, j'en aurais retiré quelque chose. Tu vois, je me suis amélioré. Notamment, surtout que le fait de s'exprimer. Et du coup, je me dis que tout ça, c'est la fin. Mais du coup, le fait de s'exprimer correctement, toi, c'est une compétence assez fondamentale. Et on peut dire aussi, pour ceux qui ont écouté notre premier épisode, que tu as aussi appris à parler dans un micro. Effectivement, de ne pas parler à 1 mètre du micro, c'est une bonne idée. Et je pense, donc, moi, c'était cet aspect-là de compétence. Et je pense que toi, vu que tu as Marketing Mania, ça aussi à ce niveau-là, ça rajoute un cash flow long terme qui fait que quand tu gagnes en autorité, si tu arrives à ramener des gens sur Marketing Mania, ça peut devenir de futurs clients. Clairement. Donc en fait, on se retrouve du coup dans un truc qu'on a commencé sur une formule relativement simple, où on s'est dit combien vaut 1 heure, et au final on se retrouve sur quelque chose de beaucoup plus complexe, où tu as beaucoup de paramètres à prendre en compte, et au final soyons honnêtes, tu finis par le faire au feeling, où tu vas réfléchir à tes différents paramètres, à ce qui est le plus important pour toi, à tes objectifs exprimés, et tu vas choisir comme ça comment répartir ton temps. Et je pense que ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est qu'il faut quand même se faire la réflexion, quoi. Avant de s'engager dans un gros projet, vraiment essayer de dire qu'est-ce que je gagne en termes de cash court terme, cash long terme, quel plaisir j'y prends et est-ce que je vais acquérir des compétences. Notamment, je pense que le dernier aspect, les compétences sont largement sous-estimées. Moi, mon premier projet, mon premier site d'autorité, honnêtement, même maintenant, si je divise l'argent que ça m'a rapporté comparé au temps que j'ai consacré, ça doit être vraiment du 1 ou 2 euros de l'heure, quoi. Par contre, j'ai appris vraiment plein de choses et ça m'a mis un pied à l'étrier. Et je pense que c'était un aspect de compétence et sous-estimé à ce titre-là. Tu vois, je pense que c'est mieux de prendre un boulot où tu vas apprendre beaucoup et tu n'es pas très bien payé que de prendre un boulot où tu n'apprendras rien, mais tu seras payé une somme conséquente. Ça me paraît évident à ce niveau-là. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet-là. Donc, peut-être que certains d'entre vous connaissent Kevin Jourdan, donc, qui a son site kjourdan.com. Et en fait, il y a 1 an maintenant, je voulais créer une entreprise à Hong Kong. Et j'étais un peu perdu. Et du coup, j'ai demandé est-ce que c'est possible qu'on se parle sur Skype, que tu me partages des infos et ainsi de suite. Et du coup, il était vachement ouais, OK, il n'y a pas de souci, on discute sur Skype. Alors qu'il n'avait pas tellement d'intérêt évident à m'aider. Toi, à cette époque, je n'avais pas fait grand-chose encore. Tu n'étais pas encore la superstar du podcast Nomade Digital. C'est ça, j'étais pas encore sous les feux du projecteur, quoi. Le tapis rouge n'était pas encore là.
Mais il a donné de son temps de façon très généreuse sans vraiment réfléchir. Et 1 an plus tard, maintenant, il veut se lancer sur Amazon FBA. Et du coup, je l'ai parlé sur Skype pour donner tous les conseils que je pouvais avoir. Euh, je pense que dans le manière générale, donc, il y a 2 aspects là-dedans. Il y a déjà que c'est très dur de vraiment savoir votre retour sur investissement, qu'est-ce qu'il sera. Donc, je pense qu'il faut plutôt pencher vers être généreux de son temps quand même. Et la deuxième chose, c'est que pour sa propre sanité d'esprit, si on commence à tout réfléchir, si vraiment on commence à attribuer une valeur monétaire absolue à son temps, c'est pas bon non plus, quoi. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle il est risqué d'attribuer cette valeur monétaire de façon absolue, comme tu l'as dit, c'est parce que pour moi, tu as vraiment ce rapport entre ton temps, ton énergie, qui est un élément important. C'est-à-dire que pour moi, je ne quantifie pas l'investissement dans un projet vraiment en temps, mais plutôt en énergie. Parce qu'au final, j'ai toujours du temps, hein, et tu vois, je continue à regarder probablement 1 heure par jour des vidéos YouTube. Ce temps-là, je pourrais théoriquement l'investir autre part. C'est juste que les vidéos YouTube, je les regarde en fin de journée quand j'ai plus aucun temps de cerveau disponible. Et en fait, je quantifie vachement le temps que j'investis en qualité de ce temps, en niveau de l'énergie que je peux apporter. Donc par exemple, un truc comme Nomad Digital, ça demande pas mal d'énergie, il faut quand même parler, c'est quelque chose qui est assez intensif. Par contre, parler à quelqu'un au téléphone pour lui donner quelques conseils sur un truc que je connais bien, ça me demande assez peu d'énergie, tu vois. Ça me demande un peu de temps, mais assez peu d'énergie. Donc c'est quelque chose qui aussi joue dans ce facteur où est-ce qu'on te fait une demande qui va vraiment saper les ressources des projets qui sont prioritaires pour toi, ou est-ce que tu vois, tu peux te permettre d'épargner un petit peu de... Tu vois, si j'ai besoin d'arrêter de regarder mes vidéos YouTube pour discuter avec quelqu'un et lui filer un coup de main, c'est pas un sacrifice énorme, quoi. Mais je vois ce que tu disais, je pense que tu parlais juste avant que en fait, le concept que tout temps ne se vaut pas. Par exemple, si vous savez que vous êtes... En fait, il faut essayer de protéger ton temps qui a le plus de valeur. Donc, si vous savez que le matin, vous êtes super productif, c'est vraiment là où vous pouvez tout casser. Vraiment protéger ces heures le matin et tu vois, leur attribuer une valeur supérieure, par exemple, aux heures le soir où effectivement vous seriez trop fatigué pour faire quoi que ce soit. Au contraire, si vous êtes très créatif le soir, protégez ces heures-là. Effectivement, à ce niveau-là, c'est assez vrai. Et c'est quelque chose pourtant, c'est quelque chose qu'on considère pas de façon évidente. L'autre élément que je voudrais mentionner là-dessus, c'est la question des interruptions, du multitasking, etc. L'idée ici, elle a été, pour la première fois que je l'ai vu exprimée de façon claire et intéressante, c'était par Paul Graham, qui est un espèce de gourou de la startup américaine qui a un incubateur qui s'appelle YC Combinator. Et Y Combinator, je sais pas pourquoi j'ai dit YC. Un incubateur qui s'appelle Y Combinator et qui avait ce concept de maker contre manager. Donc il avait l'idée que si tu veux créer quelque chose, si tu veux être un maker, faire de la production, donc lui il pense particulièrement aux programmeurs, aux gens qui écrivent, ce type de choses, eh bien tu as besoin de longs blocs de temps qui vont être sans interruption. Ce qui veut dire que même une petite interruption de 10 minutes toutes les heures ou de 5 minutes toutes les heures pendant que tu essayes de créer, peut ruiner entièrement ton bloc de 3 heures. Et donc, il conseille de protéger avant tout des gros blocs de temps et d'avoir des blocs où tu peux faire des activités plus courtes, avoir plus de switching entre les différentes activités. Et moi, c'est un truc que, à partir du moment où j'ai découvert cette idée-là, je l'ai appliquée de façon religieuse dans mon business. Ce qui veut dire que je ne vérifie jamais mes emails pendant que je travaille. Soit je l'ai fait le matin avant de commencer, soit en général je l'ai fait en milieu ou en fin d'après-midi quand je commence un peu à ramollir. Mais je me bloque toujours chaque jour entre 2 et 5 heures, ça dépend de l'énergie que j'ai, mais pour vraiment me concentrer à fond sur une chose sans aucune interruption. Et je vais souvent privilégier les projets où je peux m'investir à fond dedans et m'immerger dedans, versus les projets qui vont prendre une longue période de temps, mais avec un effort assez réduit sur une longue période de temps. Effectivement, je pense que ça rejoint aussi toute l'idée de rentrer dans le flow. Vraiment, je pense qu'on a tous eu ces moments où vraiment tu es totalement absorbé par ce que tu fais et tu es dans un état assez extasique. Ça se dit, c'est un mot qui se dit ça? Je suis pas dur. Extatique? Extatique. Pourquoi on a viré le S et on a pris un T à la place? C'est n'importe quoi. Mais effectivement, tu es dans un état extatique et c'est là aussi où tu fais vraiment ton meilleur travail. Et c'est impressionnant des fois la différence de productivité que tu peux avoir, où des fois tu es dans cette étape pendant, je sais pas, 1h30, 2 heures, et tu as l'impression d'avoir fait plus pendant ces 2 heures que pendant toute la semaine. Donc effectivement,
plus souvent tu arrives à reproduire cet état, le mieux c'est. Et je pense que ça passe en premier par ne pas avoir d'interruption. Et en second, j'ai aucune idée du second point. Donc peut-être que t'as justement ce second point. Le second point, c'est une autre idée que j'aime bien. C'est un mec qui s'appelle Cal Newport, qui est un... Il fait des théories mathématiques, donc c'est un chercheur mathématique qui essaye d'inventer des nouveaux théorèmes de maths, et il a ce concept qu'il appelle le deep work, donc le travail profond, et il te dit que dans la société où on existe aujourd'hui, il y a de plus en plus d'interruptions, et c'est de plus en plus rare pour un professionnel de pouvoir se concentrer pendant des longues périodes de temps. Et lui, il identifie certaines tâches qui peuvent uniquement être créés avec de longues périodes de concentration. Donc évidemment, lui, il fait des théorèmes mathématiques. J'imagine que si tu es sur Twitter toute la journée, c'est difficile de trouver un nouveau théorème qui n'a jamais été inventé avant. Mais ça peut s'appliquer à différentes choses. Tu peux penser aux gens qui écrivent, aux programmeurs, un peu les mêmes gens que tu as de Paul Graham. Et donc du coup... Cal Newport te dit qu'il faut privilégier des sessions de travail vraiment en profondeur où tu peux avoir plusieurs heures, lui il a même jusqu'à dire plusieurs jours où tu vas entrer en immersion totale dans une tâche et que en fait, ayant... c'est un peu quand on pense aux savants fous, c'est un peu ça en fait, ceux qui vont dans le laboratoire et qui pendant 3 semaines n'en sortent pas. En fait, ils ont une expérience de deep work prolongée quoi. Effectivement. Et voilà. Et donc, en gros, son argument, pour faire court, c'est que c'est comme ça que tu vas débloquer le niveau suivant de ta créativité. Et si tu veux, lui, il a une grande légitimité, je pense, pour dire ça, parce qu'il écrit des bouquins, mais il invente aussi des théorèmes de maths. Donc, tu vois, il a un niveau où il doit avoir une innovation sur un truc très complexe, très, très précis, et il t'explique que la seule façon d'avoir ça, c'est vraiment d'être en immersion pendant de longues périodes. Et moi, c'est aussi une idée qui m'a pas mal touché. J'aime bien cet auteur, il a un blog qui est intéressant, il s'appelle Cal Newport, et donc c'est aussi quelque chose auquel je pense. Donc, par exemple, pour être très concret, cette semaine où on enregistre ce podcast, j'ai écrit, enregistré et monté 6 vidéos YouTube pour ma chaîne YouTube. Donc en temps normal, je publie une seule vidéo par semaine, mais plutôt que faire des vidéos de temps en temps, je me suis dit je vais prendre une semaine où je vais faire que ça, où je vais créer une vidéo par jour, ce qui me permet de m'immerger dans la création de vidéos. C'est quelque chose qui est relativement nouveau pour moi, et de voir si je peux pas trouver de nouvelles idées, différencier un peu ma chaîne. Tu vois, l'idée de plutôt que étaler ça, aller à fond dedans, être en mode immersion totale pendant une semaine, et voir si je peux pas avoir des nouvelles idées avec ça. C'est quelque chose qui a bien marché pour mon podcast. Donc le podcast, pendant un moment, je faisais beaucoup d'interviews. Donc je parle du podcast Marketing Mania. Et à un moment, je m'étais plongé et j'étais sorti avec ma série sur influence et manipulation, qui m'avait pris en gros une semaine d'immersion totale à créer, et qui était encore aujourd'hui ma série la plus populaire sur le podcast, qui est venue de cette période d'immersion, alors qu'avant, j'enregistrais un épisode de temps en temps quand j'avais besoin de publier. Et pour lier ça au nomadisme digital, je pense que c'est important si vous êtes en couple ou en famille, en fait, d'avoir une pièce à vous tout seul quand vous voulez travailler. Sinon, ça peut vite devenir compliqué d'avoir vraiment un espace de travail. Ça aide un peu pour entrer dans le flow. Et c'est le problème un peu des hôtels, c'est que les hôtels, généralement, c'est une seule pièce. Je pense que c'est intéressant. À ce niveau-là, c'est une vraie question par rapport au nomadisme digital. C'est que je trouve que c'est très difficile de rentrer dans ce genre d'état quand tu bouges tout le temps. Quand tu vas d'hôtel en hôtel, que tu prends des avions, ainsi de suite. Et je pense que ça nuit très fortement à ta productivité et que mieux vaut le faire, rester au moins un mois au même endroit si tu veux justement créer une routine et rentrer un peu dans cet état-là. Exactement. Autre élément dont vous voulez parler, et qui est pour le coup l'élément probablement où on est le plus irrationnel là-dessus, c'est la conséquence de tout ce qu'on a parlé de la valeur de ton temps sur la façon dont tu vas réfléchir à tes dépenses. Pour le coup, moi, c'est quelque chose dont je suis pas guéri. Encore il y a 3 jours, j'ai pris un vol, un direct ou le direct, pour économiser 50 €, et du coup, je vais passer 5 heures de plus, ce qui n'a strictement aucun sens. En plus, c'est un change. Du coup, il y a un transfert, donc c'est un peu stressant. Tout ça, c'est totalement débile. Mais je me soigne. C'est vrai que le temps passé dans les aéroports, c'est un peu du temps mort par excellence. Même les podcasts, j'ai du mal dans les aéroports, en fait. Je suis tellement fatigué, t'es toujours dans l'attente, tu vois, t'es pressé d'arriver, que honnêtement, non, il faut que j'écoute des podcasts simples, en fait, des podcasts marrants. Mais toi, je peux pas travailler, je peux pas vraiment. C'est très compliqué. Mais du coup, c'est ce genre de décision un peu irrationnelle où vraiment tu regardes l'argent, tu regardes la somme dans l'absolu, tu dis 50 €. 50 €, c'est sympa quand même. 50 € d'avoir 50 € de plus, techniquement, vu que tu les dépenses pas, c'est sympa, mais t'oublies facilement la valeur de ton temps.
Donc, c'est valable pour les transports aussi. Pour, par exemple, imaginons si votre ordinateur galère, tu vas garder cet ordinateur en se disant c'est cher d'en racheter un nouveau, alors que vous perdez tous les jours du temps parce qu'il n'arrête pas de freeze ou je sais pas quoi. Euh, je pense que ça dépend des personnes. Les personnes, c'est pas vraiment un problème. Mais je pense que pour toi comme pour moi, on est plutôt. Généralement, dans ce cas, on dit quand c'est positif, on dit qu'on est économe. On peut aussi dire qu'on est radin. Euh, donc, c'est quelque chose qu'il faut faire de façon consciente. Et du coup, faire le calcul, vraiment se dire, ok, combien de temps je perds avec mon ordinateur, combien de temps je pourrais gagner si j'avais un meilleur ordi, faire ce calcul de façon, disons, rationnelle sur le papier, de façon explicite, ça t'aide à contourner ce biais. Mais en fait, ça me permet de considérer ça plus comme un investissement et du coup de supprimer ma culpabilité, en fait. C'est vraiment ça l'idée. Du coup, je me dis, toi, je fais pas ça, je dépense pas plus que nécessaire. Au contraire, j'investis et ça me permettra de gagner plus. Et du coup, c'est pas si mal parce que notamment, ça me donne. Si toi, je dépense plus pour un vol ou pour une chambre d'hôtel, je vais être plus motivé pour travailler en me disant voilà, faut que je compense. Toi, je me suis fait plaisir, mais du coup, il faut que je travaille derrière pour par exemple, si imaginons que j'économise 5 heures avec cet avion, du coup, ce que j'ai pas fait, il faudrait au moins que j'utilise ces heures pour travailler en partie pour avoir un bon retour sur investissement. Et du coup, je vais mentionner un sujet qui sort un tout petit peu de la trame du podcast. C'est est-ce que du coup, tu penses que le fait d'être en Asie et de vivre à bas coût, ça te conduit à être moins motivé pour gagner de l'argent ou à être moins ambitieux parce que justement, tu vois que les coûts autour de toi sont tellement bas que tu as moins cette pression vers l'avant? Je pense pas parce que moi, je suis assez irrationnel par rapport à l'argent. C'est-à-dire que je pense que même si j'avais un milliard d'euros, je me sentirais toujours un peu à moitié pauvre. Donc ça change pas grand-chose pour moi à ce niveau-là. Par contre, manger pour 2 euros, c'est quand même assez kiffant, quoi. Ok, pour terminer sur cette section-là, tu voulais noter quelque chose sur comment gagner du temps. Et ça, je parle en termes macro. Ouais, parce que si vraiment tu considères tout le temps que tu as sur une vie, je pense que tu peux retirer un peu le temps quand tu es en enfance où tu te laisses un peu vivoter, quoi. Tu fais pas, à part si tu es footballeur où là, tu as vraiment investi ton temps dès que tu avais 3 ans. Moi, en tout cas, j'ai pas fait grand-chose de mon enfance qui m'est servi plus tard. Euh, ou en tout cas, pas consciemment. On va dire c'est ça. Il y avait pas d'intention derrière. Je pense que donc, tu peux dire à partir de quel moment tu vraiment t'investis ton temps de façon consciente. Donc moi, c'est assez tard, je dirais 21 ans. Et ensuite, tu vas jusqu'au moment où tu es, on va dire, encore en bonne santé. Tu es encore capable, en fait. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que en prenant les bonnes décisions au cours de ta vie, tu peux repousser cette durée, en fait, où tu es encore en bonne santé et capable d'accomplir. Et ça passe par tous les trucs évidents, hein. Bien manger, faire du sport, se détendre. Et je pense que c'est un truc à pas négliger. C'est-à-dire que si tu travailles comme un monstre, que tu manges n'importe comment parce que tu considères que tu n'as pas le temps, que tu fais pas de sport parce que tu n'as pas le temps, il faut travailler. Si au final, tu réduis ton temps de vie en bonne santé de 10 ans, au final, soit sur ce que tu peux accomplir sur toute ta vie, tu auras perdu au change. Donc je pense que c'est un concept assez intéressant et à pas négliger. Effectivement. On va terminer cette section avec, bien sûr, la section lifestyle. Mais avant ça, petit appel à l'action. 2 choses cette semaine. Numéro 1, les messages vocaux. Si vous voulez nous laisser un message vocal, poser une question qui pourra être publié sur le podcast de Nomad Digital. On est très ouvert à vos questions et à vos retours là-dessus. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site à l'adresse nomaddigitalpodcast.com pour les messages vocaux. Idem pour le petit sondage qu'on a en cours en ce moment, où vous pouvez répondre à un petit sondage de 3-4 minutes qui, pour le coup, nous permet d'ajuster un peu les prochains sujets d'émission. Ça vous permet de nous dire un peu qui vous êtes. On est intéressé par savoir qui nous suit. Donc, encore une fois, l'adresse du site, c'est nomaddigitalpodcast.com. Et sur ce, on arrive à la section lifestyle. Paul, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine ? Donc cette semaine, nous deux, on va vous proposer des podcasts français qui sont assez rares. Un truc quand même qui est assez vrai, c'est que tout ce qui est France Inter et autres, c'est quand même vachement bien. J'ai remarqué la qualité de la radio française de manière générale, qui est assez bonne. Mais pour ce qui est des podcasts plus indépendants, c'est quand même très limité. Moi, il y en a 2 auxquels je pense. Le premier, c'est le Nomad Show.
Donc, qui est un peu, qui est un podcast en fait où ils interrogent non, ils interrogent pas. C'est un peu violent. Le mec, il est accroché sur une chaise avec une batterie de voiture, tu sais, qui est accrochée à ses tétons. Mais claque. Pourquoi t'es devenu nomade digital? Poum. Euh, Non, et du coup, ils interviewent des nomades digitaux et du coup, ça rejoint un peu ce qu'on fait aussi nous. Donc, c'est assez intéressant. Surtout, ce qui est assez intéressant chez eux, c'est qu'il y a vraiment une identité nomade digitale qui est, je dirais, plus forte que chez nous, quoi. C'est vraiment, ils s'identifient personnellement comme nomade digital, comme étant une communauté. Le deuxième podcast que je voulais mentionner, c'est un podcast sur l'espace qui s'appelle Les Mardis de l'espace, qui est sympa à écouter quand tu as envie d'un truc assez léger, où ils discutent un peu justement de l'actualité spatiale. Moi, je me rends compte que je suis T'es un fanat de l'espace? un peu un Silicon Valley. Non, un Silicon Valley fanboy typique, quoi. C'est-à-dire que je m'intéresse genre à l'espace, à l'IA, aux startups. Je suis très. C'est assez conventionnel. Mais du coup, voilà, c'est en français, ils parlent de l'espace, il y a des gens très qualifiés qui sont dessus. Donc, c'est assez intéressant. Cool. Et c'est produit par qui, les Mardis de l'espace? C'est indépendant? Il me semble que c'est. Alors, je sais pas. Vas-y, présente le tien et je reviendrai vers toi. Moi, j'en ai deux finalement. J'en ai même trois. Je vais les citer dans l'ordre. Le premier, c'est le podcaster. Ça fait longtemps que je voulais parler du podcaster sur Nomad Digital et pour une certaine raison, j'ai jamais trouvé l'occasion d'en parler. Pourquoi est-ce que j'avais envie de parler d'eux? C'est parce que ça a été un des premiers à nous remarquer. Donc, le podcaster, c'est un podcast français où on a un groupe d'animateurs qui présentent chacun un podcast français du coup. Donc, chaque semaine, enfin pas chaque semaine d'ailleurs, c'est publié une fois par mois, je pense. Donc, ils présentent chacun à chaque fois différents podcasts. Donc, ça te permet de découvrir, tu vois, ça te permet de voir un peu ce qui se fait en France, les différents concepts. Ça me donne beaucoup d'idées de différents concepts, de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas, de ce qui existe sur le marché français. Et eux, ils sont très drôles. Le podcast est super bien produit. C'est vraiment des pros de la radio qui font ça, même s'ils le font un peu à côté sur leur temps libre. Et voilà, c'est très drôle. Moi, je l'écoute à chaque fois. Ça présente plein de podcasts différents. Et à la fin de l'épisode, ils élisent toujours le podcast de la semaine. Donc, parmi les différents podcasts qui ont été présentés, ils te passent différents extraits. Et à la fin, ils vont voter pour savoir qui a gagné. Et dans un de leurs premiers épisodes, eh bien, un de leurs présentateurs avait présenté justement Nomad Digital, qui en était, je pense, à l'épisode 3 ou 4, donc on était tout au début, et ils avaient parlé de nous, très gentiment d'ailleurs, avec, je pense, une analyse assez intéressante. Ils avaient fait un bon retour sur nos premiers épisodes, et on avait été élu à cette époque-là podcast de la semaine, ce qui était une bonne preuve de confiance de la part de ces mecs qui clairement savent très bien de quoi ils parlent. C'est des fans de podcast, donc je voulais faire un petit shout au podcaster. Donc l'orthographe c'est comme podcast et ensuite store avec un E à la fin. Et l'autre podcast dont je voulais parler, c'est 2 heures de perdu, que j'adore, mon podcast français préféré, où on parle de films. C'est un podcast cinéma mais très drôle. 2 heures de perdu. Et le troisième, et le coup je vais faire une auto-promo horrible, Paul, je t'ai même pas prévenu. C'est un podcast qui s'appelle Frère Série, que je fais avec mon petit frère, où on parle de séries. Donc on prend aussi un peu l'aspect aller en profondeur dans des séries avec un peu d'humour, etc. Le podcast se dispose sur iTunes, etc. Ça s'appelle Frère Série, et c'était ma petite section auto-promo. Est-ce que tu as retrouvé les Mardis de l'espace? Effectivement, et c'est produit. Alors, c'est bizarre que ce soit produit par eux, mais c'est le Centre national d'études spatiales, le CNES, du coup. Donc, j'ai pas l'impression que ça passe à la radio, j'ai l'impression que c'est exclusivement un podcast, en fait. Et c'est le genre de truc où c'est un peu niché, du coup, ils arrivent à voir les gens les plus compétents dans le domaine. Et c'est ça que je trouve assez intéressant. Ouais, je pense que la grosse barrière à faire ce type de podcast, effectivement, c'est d'avoir l'accès à des chercheurs, etc. Mais quand tu es le CNES, ça doit être... Bah oui, mais en fait, ce qui se passe, c'est que les chercheurs eux-mêmes sont sûrement fans du podcast en soi, toi. Au sein de la communauté spatiale française, ça doit être un podcast connu et reconnu. Et du coup, les gens vont facilement participer. Oui, c'est un peu ce genre de dynamique. Je pense que nous, on aurait des facilités aussi à toi, avoir un gros nomade digital. Alors, si t'es un gros nomade digital, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais contacte-nous. Un nomade digital américain, comme on l'a dit dans le dernier épisode. C'est ça.
Sur ce, on va se quitter. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Nomade Digital. Je suis assez fier de nous, Paul. Cette fois-ci, on a gardé le podcast dans un délai relativement raisonnable, assez proche de ce qu'on avait prévu au départ. On est à peu près à 35 minutes d'enregistrement. Ça va faire un peu moins au montage. Donc on se retrouve la semaine prochaine, comme toujours, sur iTunes, sur le site, sur votre agrégateur de podcasts préféré. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur notre site à l'adresse nomaddigitalpodcast.com pour retrouver tous les épisodes du podcast, vous abonner à la newsletter sur iTunes, sur les flux RSS, nous laisser votre avis par commentaire, par Twitter, par message vocal, par sondage. Enfin, bref, il y a beaucoup d'interactions. C'est un espèce de paradis du nomade digital, ce site-là. Je vais m'arrêter là parce que je divague complètement. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.